Alors que le navire coule, la double coque se désintègre lors d'implosions successives. Finalement, le moteur tombe par le fond du navire et la coque se sépare à la 65e membrure. Dans les années 1970, les transporteurs combinés pétrole-minerai ou Oil Bulk Ore étaient un nouveau type de navire combiné, un hybride de deux navires existants, un pétrolier et un vraquier. Les navires Oil Bulk Ore transportent des cargaisons solides et liquides et sont assez robustes pour supporter de lourdes charges et de fortes contraintes comme celles du minerai de fer. En 1971, la compagnie BB Line a lancé son premier navire Oil Bulk Ore de classe Bridge, le Furnace Bridge, et son deuxième, le Tyne Bridge, a suivi en 1972. Lors des essais en mer, l'équipage du Tyne Bridge a signalé l'apparition de fissures de 6 mètres de long dans les plaques du pont du côté tribord et de fissures de 3,30 mètres du côté bâbord, partant des coins des écoutilles de la cloison 65, juste devant la superstructure. Les constructeurs navals des chantiers où les navires de classe Bridge ont été construits les appellent régulièrement des pièges mortels flottants à cause des fissures et du manque de protection contre la forte mer pour les panneaux d'écoutille affleurants. Un pont affleurant est un pont droit et continu qui s'étend de la proue à la poupe. Il subit l'action des vagues marines. Les panneaux d'écoutille sur les navires de classe Bridge sont essentiellement des plaques de métal qui reposent sur le dessus de l'écoutille. Une plaque de métal non renforcée peut se plier ou se déformer, ce que les constructeurs de navires s'avérèrent. En 1975, le Derbyshire était le plus récent des 6 navires Oil Bulk Ore de classe Bridge de la compagnie. Il a été construit par le chantier naval Swan Hunter et Wigham Richardson à Wallsend, juste en aval de Newcastle upon Tyne, pour la compagnie BB Line. Le groupe BB Line participe au financement et à la propriété de navires comme le Derbyshire et le BB Topaz, impliqués dans une autre histoire fascinante où le plongeur en saturation Chris Lemons a été séparé de son navire à 100 mètres de profondeur. Je laisserai un lien vers cette vidéo ici. Lancé sous le nom de Liverpool Bridge le 5 décembre 1975, le Derbyshire a été enregistré à Liverpool, côte ouest de l'Angleterre, où résidaient aussi 17 de ses 42 membres d'équipage. Mis en service en juin 1976, une explosion lors des essais en mer dans la salle des chaudières a tué 2 membres d'équipage. En 1978, le Liverpool Bridge a été renommé Derbyshire, devenant le 4e navire de la flotte à porter ce nom. Le Derbyshire était un navire à double coque de 294 mètres de long, 44 mètres de large et 18 mètres de tirant d'eau. Une double coque signifie que le navire a une coque extérieure en contact avec la mer, puis un espace d'air et une coque intérieure pour la cargaison. Il était propulsé par un moteur diesel Burmeister et Wain entraînant une seule hélice, ce qui lui donnait une vitesse maximale de 15,5 nœuds. Le 11 juillet 1980, Derbyshire quitte la province de Québec, au Canada, à destination du port de Kawasaki, dans la préfecture de Kanagawa, au Japon. Il est commandé par le capitaine Geoffrey Victor Underhill, principal de la compagnie BB Line. À bord se trouve un équipage expérimenté de 42 officiers et marins, ainsi que les épouses de 2 des officiers. Le Derbyshire est entièrement chargé avec une cargaison de 157 446 tonnes de minerai de fer. Sur 9 cales à cargaison, seuls les numéros 2 et 6 sont vides. Le navire dépasse la limite de tirant d'eau de 16 mètres fixée par le canal de Suez, il doit donc prendre la longue route, naviguant vers le sud, le long de la côte ouest de l'Afrique, autour du cap de Bonne-Espérance et à travers l'océan Indien. Tout au long du voyage, le capitaine Underhill suit les conseils de routage météorologique émis par Oceanroute, une société commerciale de routage météorologique. En septembre, après près de 2 mois en mer et un voyage de près de 16 600 milles nautiques, le Derbyshire entre dans les eaux de la mer de Chine méridionale. La fin de l'été chaud approche et la saison des typhons commence. Il est difficile de prévoir la trajectoire des typhons. Ils sont donc surveillés de près via satellite, avions et radars pour suivre leur comportement imprévisible. Alors que Derbyshire pénètre en mer de Chine méridionale, le typhon Orchidée fait rage. Classé typhon de catégorie 2, il génère des vents de plus de 150 km/h, des vagues constantes de plus de 10 mètres, et certaines vagues scélérates atteignent 30 mètres. La visibilité s'est fortement réduite à cause des fortes pluies battantes et des embruns soufflés par les crêtes des vagues.
Les 7 et 8 septembre, Derbyshire est à environ 250 miles nautiques au nord-ouest de l'œil du typhon Orchidée. Le capitaine Underhill informe le siège de Biby Line que les vents violents et la mer déchaînée empêchent tout changement de cap pour éviter le centre de la tempête. Si un navire se dirige déjà vers des vents violents et des vagues, alors changer de cap peut être dangereux. Le flanc du navire agit comme une voile et attrape le vent et les vagues. Si le navire se retrouve dans une position où il est de flanc face au vent et aux vagues, ce qui signifie que le côté du navire est exposé, alors l'action des vagues pourrait faire chavirer le navire. À 17h, le 9 septembre, Derbyshire se trouve à 250 milles nautiques au sud d'Okinawa. Underhill envoie un autre message au siège. Il dit qu'il va se mettre à la cape et attendre que la tempête passe avant de continuer vers Kawasaki. Il ralentit le Derbyshire, maintenant le régime du moteur juste assez élevé pour garder les traves face au vent et aux vagues gigantesques qui s'abattent sur l'avant du navire. Quelques minutes après l'envoi du message au siège, le Derbyshire disparaît des écrans radars. Si le navire a bien envoyé un appel de détresse, il n'a jamais été reçu. Il est un peu difficile de déterminer exactement ce qui est arrivé au Derbyshire, car certains rapports sont spéculatifs et d'autres ont été rétractés. Le 13 septembre, le siège de la Biby Line n'a pas eu de nouvelles de leur navire depuis 4 jours. Alors ils informent les autorités locales et leur demandent de lancer des recherches pour le navire. Les recherches commencent 2 jours plus tard, le 15 septembre. 2 avions de l'armée de l'air et 2 patrouilleurs de la marine balainent la zone de la dernière position connue du Derbyshire. Plusieurs grandes nappes de pétrole sont localisées à 64 km de ces coordonnées. Aucun autre débris n'est retrouvé. Les recherches sont interrompues le 21 septembre et le navire est déclaré perdu. 6 semaines après, un canot de sauvetage très endommagé est repéré par un pétrolier japonais à 680 km nautiques au sud-ouest de la dernière position connue du Derbyshire. À l'annonce de la disparition du Derbyshire, les familles de l'équipage sont dévastées et choquées qu'un navire aussi neuf et grand disparaisse ainsi. Elles demandent une enquête officielle sur la perte du navire, mais le gouvernement refuse car, sans aucune preuve de l'état du navire, une enquête ne pourra pas fournir les réponses dont elles ont besoin. Les familles créent l'Association des familles du Derbyshire pour faire pression sur le gouvernement en faveur d'une enquête officielle. L'un de leurs membres, Pierre Ridiard, le père du 4e mécanicien du Derbyshire, est un inspecteur maritime expérimenté. Il est convaincu qu'un navire aussi grand que le Derbyshire n'aurait pas dû couler et commence sa propre enquête, recueillant des informations sur les dommages subis par 2 autres navires de la classe Bridge. Il constate un problème fréquent de fissures sur le cadre 65. Chaque navire qu'il étudie a subi des fissures structurelles, en particulier autour du cadre 65, où la cloison sépare la zone de chargement et la salle des machines, juste devant la superstructure de chaque navire. Les liaisons qui relient chaque poutre au cadre 65 sont mal alignées de 25 à 40 mm, ce qui affaiblit considérablement la structure du navire. L'équipage et les ingénieurs à bord signalent souvent des fissures dans le revêtement de la coque. Il envoie ses conclusions au ministère des Transports en septembre 1982, puis de nouveau en juin 1983, mais il ne reçoit jamais de réponse. En juillet 1985, le ministère des Transports publie un rapport suggérant que le Derbyshire aurait pu sombrer à cause de dommages à l'avant de la passerelle, près du cadre 65. Mais près d'un an plus tard, en mars 1986, le rapport officiel est publié, minimisant l'importance des fissures et affirmant qu'il pourrait y avoir eu diverses raisons. Le 18 novembre 1986, le navire Kowloon Bridge de la classe Bridge subit de graves fissures au pont près du cadre 65 lors de sa traversée de l'Atlantique Nord et jette l'ancre dans la baie de Bantry en Irlande. 2 jours plus tard, il dérape sur son ancre, repart en mer, puis perd son gouvernail et s'échoue sur des rochers au sud de la mer d'Irlande, brisant sa structure près du cadre 65. Ensuite, le gouvernement britannique lance une enquête officielle sur la perte du Derbyshire entre octobre 1987 et mars 1988. En janvier 1989, presque 9 ans après la perte du Derbyshire, ils ont annoncé leur conclusion ou l'absence de conclusion. Pour les raisons exposées dans ce rapport, le tribunal conclut que le Derbyshire a probablement été submergé par les forces de la nature lors du typhon Orchidée.
Possiblement après s'être retrouvé de travers face au vent et à la mer au large d'Okinawa dans l'obscurité, dans la nuit du 9 septembre 1980, avec la perte de 44 vies, les preuves disponibles ne permettent pas de tirer de conclusions plus fermes. Entre 1990 et 1992, un documentaire s'est produit sur la disparition du Derbyshire, un livre est écrit. Un homme politique de Liverpool presse le gouvernement de rouvrir l'enquête. L'Association des familles du Derbyshire réunit 47 000 signatures pour une pétition remise au 10 Downing Street afin d'accentuer la pression sur le gouvernement. Mais il ne rouvre pas l'enquête. En 1994, la Fédération internationale des transports, syndicat mondial, décide de s'impliquer. Ils engagent une entreprise américaine, Oceaneering Technology, pour rechercher le Derbyshire. Oceaneering Technology affrète un navire japonais de recherche et de ravitaillement en mer, le Shinkai Maru, pour l'expédition. À l'époque, cette recherche est l'une des opérations les plus ambitieuses jamais menées par un syndicat. Le 29 mai, une équipe de la Fédération internationale des transports et celle d'Oceaneering Technology à bord du Shinkai Maru entament des recherches dans la zone où des nappes de pétrole avaient été observées à la surface de l'océan près de 14 ans auparavant, en 1980. Cette zone de la mer de Chine méridionale atteint environ 4200 mètres de profondeur. Les équipes déploient un sonar latéral Ocean Explorer 600, qui est remorqué derrière le navire à 460 mètres au-dessus du fond marin. Après seulement 23 heures, le sonar commence à détecter des cibles qui pourraient être des débris d'un navire. Il récupère le véhicule à balayage latéral et envoie un véhicule sous-marin télécommandé en profondeur pour identifier les cibles. Le véhicule sous-marin téléguidé Magellan 725 identifie formellement la cible comme étant l'épave d'un navire et récupère une petite quantité de la cargaison de minerai de fer qui recouvre le fond marin et des parties de l'épave. Le Derbyshire a été retrouvé presque 14 ans après avoir disparu sous les eaux de la mer de Chine méridionale. Avant que le Shinkai Maru ne quitte la zone, le véhicule sous-marin téléguidé place une plaque commémorative sur l'épave. La découverte de l'épave force le gouvernement britannique à agir et une nouvelle exploration, coûtant 2 millions de livres au gouvernement et à l'Union européenne, est prévue. La deuxième expédition comporte 2 phases, en 1997 pour un aperçu général de l'épave, puis en 1998 pour une inspection plus détaillée. 135 774 photographies sont prises, puis assemblées pour créer une image plus grande. Près de 2500 objets de l'épave sont identifiés et environ 200 heures de vidéos enregistrées. Les preuves sont étudiées et un rapport exposant les conclusions est publié 11 mois plus tard. L'équipage laisse ouvert le panneau d'écoutille à la proue, laissant l'eau inonder les compartiments du maître d'équipage. Le poids supplémentaire de l'eau fait s'enfoncer la proue plus bas dans l'eau. Les vagues continuent de s'abattre sur le pont avant, endommageant les capuchons de ventilateurs, ce qui laisse l'eau pénétrer dans le réservoir de ballast avant. Les vagues frappant les panneaux d'écoutille déforment la tôle non renforcée, confirmant les avertissements des ouvriers du chantier naval sur le risque mortel. Le panneau d'écoutille de la cale numéro 1 cède sous le poids des vagues, inondant la cale et entraînant la proue du Derbyshire sous la surface. Le panneau d'écoutille de la cale numéro 2, sans cargaison, est le suivant à céder. Chaque panneau d'écoutille cède rapidement, entraînant la proue du Derbyshire plus profondément sous la mer agitée. Peut-être si rapidement que l'équipage n'a pas le temps de lancer un appel de détresse. Nous ne pouvons pas en être certains, mais le rapport officiel indique qu'il s'écoule environ 2 minutes entre le moment où le premier panneau d'écoutille s'effondre et celui où le navire coule. Au fur et à mesure que le navire coule, les poches d'air dans la double coque commencent à imploser. Lorsqu'une s'effondre sur elle-même, elle envoie des ondes de choc à travers la coque du navire, affaiblissant la suivante jusqu'à ce que chaque compartiment se désintègre. La salle des machines est l'une des dernières à disparaître. Lorsque la double coque sous la salle des machines cède, le moteur tombe en dehors du navire. La poupe et les superstructures au-dessus se détachent de la coque. La membrure 65 ne joue aucun rôle dans la perte du navire. Mais il me semble que la séparation finale de la section arrière s'est produite autour de la membrure 65. Les familles sont choquées car le rapport suggère que l'équipage qualifié a été négligent en laissant une trappe ouverte.
Le 5 avril 2000, le gouvernement britannique rouvre l'enquête officielle sur la perte du Derbyshire. Elle dure 54 jours et les témoignages de plusieurs experts sont enregistrés, ce qui révèle une nouvelle explication et remet en cause certaines des conclusions de la deuxième expédition. Un examen plus poussé des preuves révèle que les dégâts de la mer aux aérateurs du pont avant inondent le local du Bosco, forçant la proue à passer sous la ligne de flottaison. Les vagues déchaînées peuvent ainsi fracasser chaque panneau d'écoutille successivement. L'enquête a conclu que l'équipage n'était pas en cause, une décision que les familles ont accueillie et acceptée. À la suite de leurs conclusions, l'enquête a formulé un certain nombre de recommandations importantes pour améliorer la sécurité des navires, qui ont été progressivement mises en œuvre au cours des années suivantes. D'autres vraquiers de l'époque, tels que l'Edmund Fitzgerald coulé sur le lac supérieur, utilisaient donc des panneaux de cale similaires à ceux du Derbyshire. Je mets un lien vers la vidéo ici.